pourra continuer cette question pendant la table ronde. Et imaginez que vous trouviez une estampille Bibliothèque Royale ou Bibliothèque Nationale dans un livre. La situation serait compliquée. Donc c'était une transition, pardon, pour passer la parole à Jean-Marc Chatelain, le directeur de la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, qui a publié de nombreux livres, évidemment, sur le livre, et notamment en dernier lieu, avec Gennaro Toscano, L'invention de la Renaissance, l'humaniste, le prince et l'artiste, qui a été publié en 2024. Donc je lui passe la parole pour une intervention consacrée à l'identification des provenances en bibliothèque, entre enjeux juridiques et enjeux scientifiques. Merci Nicolas, je vais rester ici. Je ne vais pas vraiment faire une intervention, ce sont juste quelques remarques que j'ai jetées comme cela sur le papier, mais pour faire suite à ce que vous disiez, effectivement, quand on trouve et on en voit de temps à autre des livres qui portent une estampille de la Bibliothèque nationale, ou de la Bibliothèque royale plutôt, sur le marché, nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir si, effectivement, ces livres ont été légitimement, légalement sortis des collections ou non. Donc ça n'est pas parce qu'il y a une estampille que nous avons immédiatement la réponse à la question qui se pose, et nous faisons évidemment une enquête pour savoir si nous sommes en droit de revendiquer ce qui est un bien inaliénable de l'État, ou si au contraire il y a eu une procédure légale d'aliénation qui n'est pas toujours si facile que cela à documenter, ce qui donc nous appelle à faire une recherche à la manière de celle que qu'Ariane a dite. Voilà, donc en effet, il y a eu aussi à la Bibliothèque nationale, dès le XVIIIe siècle, des ventes de doubles, des ventes qui ont été bien documentées, d'autres qui le sont un petit peu moins bien, et puis c'est aussi une question qui peut se poser selon les pratiques, je dirais les pratiques des bibliothèques, mais aussi les pratiques, certaines pratiques malhonnêtes qui ont pu exister dans des formes clandestines de marché. Je pense notamment au pillage qui a eu lieu, je crois, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la bibliothèque municipale de Nîmes, où il y a des cachets d'aliénation qui sont en réalité des faux cachets d'aliénation. Voilà, donc voilà, je tiens d'ailleurs cette information d'André Jam, voilà, qui m'en avait parlé. Voilà, donc bel exemple de collaboration entre bibliothécaires et libraires pour avoir une base commune de connaissances, un partage commun de connaissances dans lequel chacun a intérêt. Alors moi, mon intervention, donc, puisque vous m'aviez très gentiment invité à parler ici, je l'avais intitulée donc l'identification des provenances en bibliothèque entre enjeux juridiques et enjeux scientifiques. Je parlerai surtout, vous n'en serez pas étonné, de la situation de la Bibliothèque nationale de France. Et mon idée en donnant ce titre, c'était de revenir un tout petit peu sur l'historique même de cette notion de provenance et de la recherche de provenance. Parce que j'ai vu dans le programme qu'il était dit généreusement que les conservateurs de bibliothèques s'étaient depuis toujours intéressés aux provenances des livres. La réalité, la vérité m'oblige à dire que ça n'est pas si vrai que cela, et qu'en réalité, cette question des provenances, même du point de vue de l'intérêt patrimonial historique, ne s'est dégagée finalement d'abord qu'assez marginalement et ensuite qu'assez lentement dans l'histoire de la Bibliothèque nationale de France, comme je crois qu'on peut le dire de manière beaucoup plus générale, l'histoire des bibliothèques en France, et c'est peut-être vrai aussi des bibliothèques hors de France. Moi, je dirige un département qui, de ce point de vue, fait peut-être un peu exception, puisque sans doute la réserve des livres rares, c'est-à-dire donc le département qui conserve les livres imprimés plus précieux au sein des masses de livres imprimés de la Bibliothèque nationale, dans cette réserve des livres rares, donc cette question de la provenance s'est posée, bien que dans des conditions très particulières finalement, ou très limitées, dès l'origine de la constitution de ce fonds, c'est-à-dire dès l'extrême fin du XVIIIe siècle, quand le garde des imprimés, comme on le disait à l'époque, de la bibliothèque, qui est notre père fondateur de la réserve, Joseph Van Pratt, donc, a sélectionné un certain nombre de livres pour la réserve des livres rares, en fonction justement de leur provenance, des livres qui se
se distinguaient, par exemple parce qu'ils portaient des armes de personnages remarquables sur leur reliure, ou bien, de manière peut-être plus intéressante encore pour le propos d'aujourd'hui, parce qu'il s'agissait d'exemplaires annotés par des personnages illustres. Donc je crois qu'on voit bien par ces deux cas que je cite ici, comment au départ la recherche de provenance au sein de la Bibliothèque nationale s'est faite dans ce petit département, dans ce cadre très particulier, en suivant la perspective proprement bibliophilique qui était celle d'une singularisation des exemplaires. La provenance, c'était un élément parmi d'autres, de singularisation des exemplaires. Mais il faut bien dire que cette enquête est restée très globalement marginale par rapport à l'enquête bibliographique proprement dite, qui était la mission principale que s'est assignée, notamment à partir du XIXe siècle, la bibliothèque nationale. Je pourrais citer à titre d'exemple, j'y réfléchissais justement en venant ici pour cette intervention, des anecdotes récentes qui peuvent montrer que finalement on ne prêtait qu'une attention assez négligente, voire très négligente, à la question des provenances pendant longtemps dans l'ensemble de la bibliothèque. Il y a quelques années, c'était je ne sais plus quand exactement, enfin au début des années 2000, que tout à fait par hasard, je dirais, en allant faire une vérification dans les fonds généraux de la bibliothèque, donc hors de la réserve des livres rares, que je suis tombé sur un livre italien. C'était une édition du Rinaldo du Tasse, la première édition du Rinaldo du Tasse, qui portait la signature de Montaigne. Donc on s'est dépêché évidemment de le faire passer à la réserve des livres rares, mais ce que j'avais constaté à ce moment-là avec un certain étonnement, c'est que ce livre avait été dûment catalogué dans le catalogue général de la bibliothèque, donc vu par des bibliothécaires en 1955, voilà. Et donc en 1955, on ne s'était vraiment intéressé qu'à l'édition, à décrire l'édition, sans se préoccuper de ce qui faisait le propre de cet exemplaire. Et ma collègue Fabienne Lebars, ici présente, pourrait nous dire aussi comment, dans un fonds de livres considérés comme doubles, ce qu'on appelle à la bibliothèque les doubles de Versailles, parce qu'ils étaient conservés il y a quelques années encore dans une annexe de la bibliothèque à Versailles, Fabienne Lebars donc a découvert un volume qui portait l'Ex Libris de Ronsard. Voilà, donc c'est quelque chose enfin, ce sont des anecdotes qui restent dans la mémoire des bibliothécaires, mais qui, je crois, au-delà de l'anecdote, montrent bien que c'était bien l'édition à laquelle on s'intéressait. On pourrait encore citer l'histoire de la publication du catalogue des incunables de la Bibliothèque nationale. J'en profite pour faire un petit peu de publicité. Le dernier volume vient de paraître grâce au travail de ma collègue Nathalie Coyer, donc il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà, je ferme cette petite parenthèse commerciale. En tout cas, donc, si on lit le catalogue des incunables de la Bibliothèque nationale dans l'ordre de parution de ces volumes, qui n'est pas tout à fait l'ordre alphabétique, ça aurait été trop simple, on constatera que les premiers volumes ne consacrent qu'une attention très relative à l'indication des provenances mêmes des incunables, ne retiennent que quelques très grandes provenances négligeables. Et c'est au fur et à mesure des années que petit à petit, on a eu à cœur de bien indiquer dans ce catalogue toutes les provenances que l'on pouvait identifier de notre collection d'incunables. Voilà donc quelques exemples qui nous montrent bien que l'objectif, la mission que s'était fixée la Bibliothèque nationale, c'était sa mission bibliographique au sens étroit du terme, donc celle qui consiste à décrire des éditions, et que c'est lentement seulement que a émergé, que s'est détaché cette notion d'exemplaire. Alors on pourrait réfléchir, ce serait
peut-être pas inintéressant, sur les raisons même de cette lenteur ou les raisons de cette apparition relativement récente de l'attention portée aux exemplaires et donc aux questions de provenance, entre autres caractéristiques d'exemplaires. Comme ça, en première approche, voilà, sont des idées que je mets ici au débat. Je ne sais pas si vous en serez d'accord. Je crois qu'on pourrait attribuer le phénomène d'abord à la prédominance d'une culture proprement littéraire du texte, au fond quelque chose qui remonte à quelque chose de très très ancien dans la constitution même, dans la classification même des bibliothèques, qui est le projet qu'avait le philosophe anglais Francis Bacon au début du XVIIe siècle de constituer ce qu'il appelait une historia literaria, donc une histoire, pas seulement une histoire littéraire, finalement, une histoire de la pensée à travers tous les textes qui l'illustrent. Et c'est bien la notion de texte qui était centrale, avec ses déclinaisons dans les différentes éditions qui témoignaient des états de ce texte, et non pas la notion d'exemplaire qui, dans cette perspective, n'apportait pas d'informations véritablement pertinentes. Et puis, l'autre raison que je verrai comme cela, de manière très, très générale, à cette apparition tardive de l'intérêt pour les provenances, c'est celle qui touche au développement très tardif à l'intérieur de cette culture du texte dont je viens de dire deux mots, des études de bibliographie matérielle. Alors, développement tardif sans doute dans le domaine anglo-saxon, mais combien plus tardif encore en France, hein, puisque ce que les anglo-saxons, autour de l'édition de Shakespeare, ont commencé à développer dès le début du XXe siècle, eh bien les Français ne s'y sont mis que vraiment très 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 tardivement. Je crois que ça a aussi cette lenteur avec laquelle la discipline même, la discipline anglo-saxonne de la bibliographie matérielle est entrée dans les études françaises, et je ne parle pas seulement ici des bibliothèques, mais aussi des études universitaires, peut expliquer cette attention finalement faible pendant longtemps aux notions d'exemplaire et donc aussi aux notions de provenance. Alors les choses ont incontestablement changé dans la seconde moitié du XXe siècle, justement parce que la bibliographie matérielle y a fait en France même des progrès considérables, notamment, je citerai aussi mon prédécesseur à la tête de la réserve des livres rares, qui était Madame Jeanne Vérin-Forer, qui a eu un rôle très très important dans l'introduction de ces études de bibliographie matérielle en France. Mais je crois aussi qu'au-delà de cette question, ce qui s'est produit, c'est de manière plus générale une attention neuve qui a été portée à l'histoire des collections. Une attention neuve qui ne l'était certainement pas pour les collections d'objets et d'œuvres d'art, mais qui, dans le domaine du livre, est apparue beaucoup plus tardivement. Donc il y a là, je crois, un champ nouveau qui s'est ouvert dans les études historiques, les études des historiens du livre. Donc là, je suis dans la partie enjeu historique de la recherche de provenance de mon propos. Et cet enjeu nouveau qui est apparu alors à l'intérieur de ces études historiques, vous me direz d'une certaine manière que je me contredis un peu, puisque je disais que Van Praat, dès la fin du XVIIIe siècle, s'intéressait à ces questions de provenance, mais je crois qu'il s'y intéressait d'une manière très très différente, justement. Il y avait un enjeu proprement de caractère bibliophilique, qui était finalement la transcription dans une pratique de bibliothécaire de la culture bibliophilique qui était celle de Van Praat, donc le fondateur de la réserve, qui lui-même venait du marché du livre, hein, puisqu'il avait travaillé pour les frères de Bure avant d'être recruté à la Bibliothèque royale quelques années avant la Révolution française. Donc voilà, il y avait cette perspective bibliophilique qui l'amenait finalement à s'intéresser à ce qui pouvait, ce qui était lié à un nom illustre au titre de la place qu'occupait tel possesseur de livres dans une histoire de la littérature et de la pensée de manière générale.
Le renversement de perspective qui s'opère dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est celui qui, au contraire, va partir de la notion de provenance elle-même et qui permet alors de dessiner des ensembles nouveaux, des ensembles, des collections véritablement de collectionneurs privés dont les collections se retrouvent aujourd'hui chez nous. Et enfin chez nous, à la Bibliothèque nationale, mais évidemment, toutes les bibliothèques françaises, toutes les bibliothèques publiques françaises ont bénéficié de l'apport de ces collections privées, qu'il s'agisse d'un apport fait par don ou qu'il s'agisse d'un apport fait à l'occasion de saisies révolutionnaires, etc. Voilà. Donc il y a quand même toute cette histoire des collections qui dessine un champ nouveau et nous rend aujourd'hui particulièrement attentifs à ces questions de provenance. Il me semble, pour rester dans l'esprit du débat, qui est celui d'aujourd'hui, que l'une des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, c'est celle de l'éclatement même de l'information collectée dans de multiples institutions, dans de multiples lieux, relativement à ces provenances des collections anciennes ou moins anciennes de livres. D'abord, bon, il y a déjà les informations que l'on peut tirer des catalogues de vente et de collections anciennes. À la bibliothèque, nous en avons numérisé un assez grand nombre. Nous poursuivons cet effort. Il n'a pas été mené de manière systématique. Puis en plus, il y a d'autres institutions qui ont fait le même travail. L'une des difficultés, c'est sans doute qu'il n'existe pas, à ma connaissance, mais peut-être que ma connaissance mérite d'être largement améliorée, de portail qui permettrait de rassembler de manière simple toute cette information. On revient un petit peu à ce que vous disiez à propos des estampilles, même si c'est un projet qui est magnifique, mais comme tous les projets magnifiques, certainement à peu près impossible à mettre en œuvre. Là, je pense que c'est un projet qui est peut-être plus réaliste. Je ne sais pas à qui il revient de s'en occuper, ça c'est encore une autre question, mais c'est vrai que je pense que ça nous rendrait service à tous, à la communauté des libraires, à la communauté des bibliothécaires, à la communauté universitaire des chercheurs, que d'avoir des endroits, des endroits évidents pour rechercher cette information. Donc actuellement, nous sommes dans une atomisation, avec de beaucoup de petits fichiers que je dirais locaux. Je parle pour moi-même, à la réserve des livres rares, par exemple, nous avons un fichier de provenance qui est encore un fichier papier, donc presque au Moyen-Âge, voilà, avec des fiches tringlées comme cela, mais qui est très précieux. Évidemment, comme tous les fichiers de bibliothèque, il n'est pas tout à fait complet, voilà, mais enfin, au moins, l'information qu'on y trouve, on l'a là, et c'est une information nombreuse malgré tout. Par ailleurs, aujourd'hui, nous avons à cœur de compléter, quand nous cataloguons les livres ou quand nous reprenons des fiches cataloguées de livres dans le catalogue général informatique, nous avons à cœur de compléter ce que nous appelons dans notre jargon les parties d'exemplaires. Et donc, dans les caractéristiques d'exemplaires, nous indiquons, dans toute la mesure du possible, quelles sont les provenances anciennes ou moins anciennes que nous avons pu identifier pour les livres. Et alors ça, c'est quand même un gros avantage parce que ces provenances, n'importe qui peut les interroger dans le catalogue général de la bibliothèque en texte libre. Voilà, il suffit d'entrer le nom de la personne et puis, alors évidemment, il y aura des réponses, ça fera, comme disent les informaticiens, du bruit, mais ensuite on peut arriver à filtrer l'information pour arriver jusqu'au point d'information qui nous concerne, qui nous intéresse le plus directement. Il y a aussi des bases dans lesquelles nous trouvons beaucoup d'informations. Je citerai par exemple la base Reliure. Donc, je rendrai de nouveau hommage à ma collègue Fabienne Lebar, ce qui l'entretient. La Bibliothèque nationale de France a développé depuis un certain nombre d'années une base qui décrit le plus précisément possible les reliures qu'elle conserve et est liée à
à cette description des reliures, une description très précise des possesseurs de ces reliures, avec des indications bibliographiques qui permettent de mieux connaître l'histoire de ces collections. Donc, j'incite tout le monde, je pense que tout le monde ici a pratiqué la base reliure.bnf.fr, mais voilà, c'est une ressource précieuse. Puis alors, il y a d'autres outils, bien sûr, il y a une grande base en ligne qui a fédéré un certain nombre d'informations, mais qui n'est pas toujours d'un usage extrêmement commode. C'est la base Bibal, dans laquelle on trouve également de nombreuses mentions de provenance. Alors là, on est vraiment sur plutôt des collections anciennes. Je sais qu'il y a une base à Columbia qui est la base Footprints, mais je n'ai pas pratiqué, donc j'en parle comme ça. Peut-être que certains dans la salle pourront apporter des informations. Voilà. En tout cas, il me semble que par les quelques exemples comme ça que je cite ici, on voit bien qu'il y a un état très dispersé de cette information qui n'est pas incontestablement sans poser de problème. Surtout qu'il y a en plus le problème de la pérennité de l'accès à un certain nombre de ces outils. Quand on est dans des très grosses institutions comme la Bibliothèque nationale de France, je pense que la question de la pérennité ne se pose pas, ce qui n'exclut pas la question de la précarité des outils en ligne. Il n'est qu'à voir les malheurs qui sont arrivés récemment à la British Library avec les cyberattaques à l'abri desquelles nous ne sommes pas. Voilà donc ce que je peux dire sur la question de l'approche historique de ces questions de provenance. Pour ce qui concerne pour parler de sujets qui se relient peut-être davantage aux deux interventions précédentes, je terminerai donc en parlant un tout petit peu de l'enjeu juridique de cette approche de la question de provenance. Je dirais que pour nous, cet enjeu juridique, il est apparu dans deux situations différentes, je dirais même presque opposées. L'une, c'est la situation d'acquisition et l'autre, c'est la situation de restitution. La situation que nous connaissons de la manière la plus ancienne, c'est évidemment la situation d'acquisition. Effectivement, nous veillons à nous assurer de la provenance des exemplaires que nous pouvons acquérir sur le marché. Sur le marché ou auprès de personnes privées, de possesseurs privés qui nous proposeraient à vendre des exemplaires, à vendre ou même pour des dons. Nous avons pour responsabilité de vérifier qu'en effet, cette pièce est dans la légitime propriété de la personne qui nous la vend ou qui nous la donne. Et d'ailleurs, dans les contrats de vente ou de don qui sont établis par la bibliothèque quand nous sommes dans le cadre d'une transaction avec une personne privée, cette mention figure explicitement. Le vendeur ou le donateur s'engage assure qu'il est véritablement le propriétaire légitime de cette pièce. Alors évidemment, si la pièce a été volée, elle peut, s'il apparaît que la pièce a été volée, elle peut donner lieu ensuite à une demande de restitution. La vérité est que c'est assez rare dans notre existence de bibliothécaire, mais bien évidemment, ça peut arriver puisque le principe est celui de l'inaliénabilité des collections publiques françaises. Et donc l'autre contexte, c'est celui de la restitution non plus en notre faveur, mais en faveur d'une personne tierce. Et ça, c'est quelque chose qui s'est posé dans un contexte. C'est une question qui s'est posée dans un contexte historique relativement neuf, qui est d'abord celui de la question des biens spoliés, notamment spoliés
particulier sur des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, de ce point de vue, la Bibliothèque nationale de France, sans d'ailleurs qu'elle en ait été à l'origine requise directement par le ministère de la Culture, a mis en place très tôt, dès que la chose s'est faite dans les musées, un groupe de travail, une commission qui veille à toutes ces questions, qui a établi des listes, des listes que nous avions, mais qui les a rassemblées pour que l'information soit plus aisément disponible, pour nous-mêmes également, voilà, que nous sachions parfaitement bien où trouver cette information sur ce qui a été déposé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale à la bibliothèque provenant de spoliation. Et nous avons poursuivi ce travail par la numérisation également de nos inventaires d'entrée, qui sont aujourd'hui librement accessibles jusqu'à une date récente, hein, dans le respect quand même de des clauses de confidentialité, mais jusqu'à une date très récente, tous nos inventaires pour la réserve des livres rares sont numérisés et sont consultables par toute personne sur place et à distance, et le travail est en cours d'achèvement pour les autres départements de la bibliothèque qui ne l'ont pas encore ou qui ne l'ont pas déjà achevé. Donc voilà cette question des restitutions telle qu'elle s'est posée et qui s'est progressivement ouverte à la question aussi de possibles biens à restituer qui auraient été acquis dans des conditions abusives à l'époque coloniale. Voilà. Je dois dire que de ce point de vue, nous ne sommes pas tellement concernés en matière de livres. C'est quelque chose qui concerne bien davantage les objets archéologiques, nos collègues par exemple du département des monnaies, médailles et antiques, nos collègues peut-être aussi du département des cartes et plans sont davantage concernés. Quand même nos collègues également du département des manuscrits pour certaines collections de manuscrits, mais pour ce qui est des livres imprimés que nous conservons à la Bibliothèque nationale et à la réserve des livres rares en particulier, nous sommes beaucoup moins concernés. En tout cas, il me semble que là, parmi les questions qui peuvent se poser, celle qui revient le plus évidemment, c'est celle de la publicité donnée à cette information, puisque cette information sur les provenances, donc, elle est consignée dans les archives de la bibliothèque, enfin dans différents types d'archives de la bibliothèque, et donc tout le travail de l'institution et des institutions françaises de manière générale a consisté et continue de consister à rassembler finalement le mieux possible cette information pour lui donner la publicité la plus entière et la plus simple pour pouvoir éventuellement restituer s'il y a lieu de le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Marc Chatelain pour cette intervention tout à fait éclairante et fascinante sur la provenance passant d'une singularité bibliophile à un problème bibliographique et historique, puis à un souci juridique, hein, carrément. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Marc Chatelain ? Je peux en poser une et nous poursuivrons. Vas-y. Alors, je reviens toujours à mes estampilles. Les fameuses estampilles de la BN, Bibliothèque Royale, dans quelles conditions est-ce que ce sont des livres que nous, libraires, nous pouvons vendre ? Ou est-ce que ce sont des livres qui sont sortis de manière, problématique ? Ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas ? Oui, c'est au cas par cas. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est si vous avez une estampille de la bibliothèque,
Le premier réflexe à avoir, une estampille de la Bibliothèque royale, c'est de nous contacter. Voilà. Et puis, on regarde ensemble si effectivement il y a lieu ou non voilà. Est-ce qu'il y a une restitution à envisager? Donc, pour vous, de manière pratique, pouvez-vous ou non vendre cet exemplaire? Voilà. Et dans quelles conditions la Bibliothèque royale s'était défaite de certaines... Alors, au XVIIIe siècle, il y a eu quelques ventes de doubles. Doublons. Alors, j'espère qu'elles ont été faites de manière réfléchie. C'était ça, hein, votre... Oui, c'est ça. Voilà. Réfléchi. Voilà. Elles se sont faites de manière légale et j'espère de manière réfléchie. Voilà, mais vous savez, les collègues, par définition, c'est l'incurie. C'était des doublons, la plupart du temps. Ah oui, c'était des doublons. Oui. Non, il n'y a pas eu de vente de choses qui n'étaient pas conservées à la bibliothèque. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vendu le bon exemplaire ? Oui. Moi, ce que j'avais constaté quand même, c'est que dans des archives qui sont conservées au département des manuscrits, on a un petit peu d'échanges de correspondance autour, je crois, de la première des ventes qui a été faite, des ventes de double qui a été faite au milieu des années 1730, après que la Bibliothèque royale avait acheté en bloc une collection privée tout à fait remarquable, la collection de Châtres de Cangé, et une collection notamment de littérature du Moyen-Âge et de la fin du Moyen-Âge, qu'il s'agisse de manuscrits ou de livres imprimés. C'est par là, par exemple, que nous avons pu acquérir l'un de nos 2 exemplaires de la première édition des Poésies de Villon. Voilà, donc ça dit un petit peu quelle était la qualité de cette collection, mais il y a des choses qui venaient évidemment en double. Et donc, il y a eu, comme c'était un achat en bloc, une vente de double. Normalement, cette vente de double a fait l'objet de cachets qui le précisent. Mais on sait aussi que à la fin du XVIIIe siècle, cette pratique vertueuse d'estampiller par un cachet particulier les doubles n'a pas été toujours observée. C'est là qu'effectivement arrive une analyse nécessaire. Au cas par cas. Merci. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fonds, est-ce qu'il y a de l'argent pour racheter les doubles? Parce que c'est la question toujours en Allemagne. Il y en a beaucoup. Et ils ne sont pas rachetés parce qu'ils ne sont pas des fonds, mais nous savons tous que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de double vraiment. La reliure est une autre, etc., etc. Oui, alors, il n'y a pas de fonds pour racheter des doubles, ça c'est certain. On a un budget pour acheter des livres, mais on ne va pas chercher à reconstituer les collections de doubles parce qu'elles seraient passées à un moment ou l'autre à la Bibliothèque royale. Ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement si effectivement il y a une reliure tout à fait remarquable. Et alors là, on se dira que si le livre a été légalement aliéné, nous pleurerons toutes les larmes de notre cœur, de notre corps, en nous disant que nos prédécesseurs ont vendu de manière irréfléchie, mais je dois vous avouer que je n'ai jamais connu cette situation. Voilà, donc voilà, non, ça ne nous est, enfin moi, de mémoire de conservateur. Je me tourne vers Fabienne et mes collègues. Jamais vu qu'on rachète des doubles. Non. Voilà. Donc je pense qu'ils avaient fait les bons choix. Voilà. Je précise simplement que nous ne faisons plus de vente de doubles. Voilà, ça c'est fini, exclu, et voilà. C'est inaliénable. Ou alors il faudrait une procédure de désaliénation, je ne sais plus comment, de désaffectation. Voilà. Et la procédure elle-même, vous parliez de bureaucratie tout à l'heure, la procédure elle-même décourage de l'engager. Voilà. Ce point-là de la discussion, j'ai noté quelques
quelques petits points sur lesquels on peut peut-être réfléchir un peu. Bon, déjà, je pense que ce qui est sorti est que chaque pays a ses règles et donc malheureusement, ou je ne sais pas, ça sera très difficile de trouver une possibilité d'avoir des règles, disons, au moins européennes ou mondiales, etc. Parce qu'on sait bien que sur le bien culturel, chaque pays peut prendre ses décisions. Après, une autre petite réflexion, si ça peut aider un peu, c'est le problème de la seuil de valeur. Donc, moi, je suis d'accord avec Marcus, il faudrait peut-être travailler pour les libraires, pour donner la possibilité de travailler mieux aux libraires, de mettre un seuil de valeur. Mais, comme on a noté très bien maintenant, ce n'est pas seulement les valeurs des livres qui comptent. Donc, il faut bien faire attention, parce que si on veut avoir un dialogue entre libraires et bibliothèques, institutions, il faut savoir que ce n'est pas seulement les valeurs. Donc, c'est l'appartenance à une collection. Ça peut alors, c'est-à-dire qu'un livre qui vaut 200 €, ça peut être beaucoup plus important pour une collection, pour une bibliothèque, etc., d'un livre qui vaut 20 000 €. Ce n'est pas seulement ça. Donc, je sais que dans quelques pays, on a essayé de faire des propositions aux bibliothèques, etc., en disant que bon, on peut établir bien une seuil de valeurs, mais ça doit être accompagné d'une liste des possibilités d'intérêt qui dépassent les valeurs, c'est-à-dire l'unicité de l'exemplaire, la signature qu'il y a, peut-être la rayure, et la dédicace et une infinité d'autres choses. Donc, mon conseil est, si on décide de se mettre en contact avec les États pour prendre une décision comme ça, il faut toujours aussi ajouter ça. Bon, donc, l'autre chose qu'on peut bien voir, qu'on vient d'apprendre, que Internet maintenant est très utile pour faire des recherches parce qu'on a la possibilité de faire des recherches. Et donc, chacun entre nous, entre les libraires, etc., a accès à des façons de recherche qui sont beaucoup mieux qu'avant. Et donc, il faut se concentrer sur les recherches et spécialement sur provenance et choses qui peuvent être uniques. Ça, dans la possibilité d'avoir une collaboration meilleure possible, un dialogue entre libraires et institutions. Et je passe la parole. Alors, en fait, nous avons déjà commencé la table ronde sans le faire exprès, c'est très bien. Et comme on est un petit peu en retard, je vais peut-être, si on continuera la discussion après,